Donc, bienvenue du coup à ce 20e Café Génial, le premier de l'année 2023, sur le sujet donc de l'anticipation et la gestion de l'arrivée des grands prédateurs sur les espaces naturels. Donc aujourd'hui, il y aura une présentation de Sophie Gesta du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, qui travaille depuis longue date sur le sujet, et de Romain Ribert du Parc naturel régional de l'Aubrac. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat pour partager des ressources si vous en avez sur les sujets que l'on enverra ensuite aux participants en fin de réunion. N'hésitez pas à garder votre caméra allumée, hein, c'est toujours plus sympathique. Et n'hésitez pas non plus à lever la main pour éventuellement interagir et poser des questions à certains moments de la présentation, et surtout en suivant pendant les temps d'échange. Je vous propose, comme à l'habitude, de faire un petit tour d'écran pour vous présenter, expliquer rapidement pourquoi vous êtes là ce matin, et en quoi vous intéresse cette thématique, et nous partager un mot sur voilà, les grands prédateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? On fera un petit nuage de mots pour agrandir la collection des nuages de mots des cafés géniaux. Voilà. Je vais du coup passer la parole à Christine, qui est sur mon écran, et ensuite, voilà, on fera un petit tour. Oui, Christine, donc, c'est à toi. bonjour, Christine Doyen, chef du service biodiversité et aménagement durable du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Avec une grosse partie de nos espaces naturels sensibles actuellement classés, on va bientôt commencer les plans de gestion sur la partie pyrénéenne. Et ben, on a quelques amis grands prédateurs qui sont déjà sur le territoire, en particulier un certain Goliath, fort apprécié de certains de nos amis chasseurs ou agriculteurs. Donc, comme on va commencer les plans de gestion et qu'on s'est engagé auprès des collectivités qui ont placé d'intégrer la gestion de l'agriculture et des grands prédateurs comme une action prioritaire des plans de gestion des espaces naturels sensibles. Voilà. Intéressant, merci Christine. Et un petit mot du coup sur les grands prédateurs, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire pour moi des problèmes en perspective parce qu'il va falloir mettre tout le monde autour de la table et c'est pas simple. Voilà. Merci Christine. Frédéric? Je t'ai vu te connecter, est-ce que tu m'entends, Frédéric? Non. Alors, Léonie? Oui, donc Léonie Leverger, je suis animatrice Natura 2000 au Parc naturel régional des Causses du Quercy. Et donc moi, le sujet m'intéresse particulièrement aujourd'hui parce que le loup est arrivé sur notre territoire en juin dernier et que en fait, on est toujours un peu dans cette phase, on ne sait pas trop comment réagir au niveau du parc. Donc, c'est pour avoir un petit peu des retours d'expérience sur le sujet. Donc pour l'instant, moi, le mot que ça m'inspire, c'est plutôt prédation, même si c'est bien que ça soit plus concertation, mais pour l'instant, c'est prédation. Merci Léonie. Wendy? Bonjour à tous, Wendy Lesniak, du coup, animatrice Natura 2000. J'anime 3 sites dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée des Gaves. Donc, on a déjà la présence de l'ours certaine, et le loup qui est en train d'arriver petit à petit. Donc voilà, je suis intéressée par la question. Merci Wendy. Un mot à partager? Par rapport à quoi? Par rapport, du coup, les grands prédateurs, si tu as juste un mot, qu'est-ce que ça t'inspire? Cohabitation, j'aurais dit. Super. Je crois que c'est ça le secret. Mais on va le voir. Thierry, je ne sais pas si tu as suivi? Est-ce que tu peux te présenter? Désolé, ouais, j'ai suivi, enfin j'ai cru comprendre. Donc Thierry Alignan, je suis animateur Natura 2000 sur le site du Pic Saint-Loup. Le mot c'est anticipation. Parce que des infos off qu'on a, le loup aurait été vu sur notre territoire. Là, il y en a un qui s'est fait taper à la Grande Motte, il y en a un qui est plus sur les Hauts-Cantons. Donc du coup, pour aller de l'un à l'autre, il est forcément passé pas très loin. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer d'anticiper le plus possible l'arrivée. Donc on retient l'anticipation comme mot, hein. Ouais. Merci Thierry.
Emma, tu arrives au bon? Tu enchaînes du coup? Pardon, j'ai dû. C'est à Non, moitié. juste te présenter en fait. Oui, du coup, Emma Lapic, je suis aussi animatrice Natura 2000 pour Acomcom du Grand Pic Saint-Loup. Donc, je valide tout ce qu'a dit Thierry. Tout Ça pareil. me concerne pareil, on est au même endroit. Et ça nous intéresse, la thématique nous intéressait tous les deux parce que voilà, c'est un sujet qui arrive petit à petit. Ouais. Ok, merci. On va se mettre sur le même Emma. ordi que ça soit moins relou aussi. Ça l'écho. Anne? Vous m'entendez? Oui. Je mets la caméra. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Anne Gouix, donc au département du Lot, au service environnement. Donc, je suis l'écologue du département pour suivre tous les projets d'aménagement en lien avec notre territoire. Donc, principalement les déviations routières, mais ça peut être aussi des aménagements bâtis. Type collège, etc. Et donc, comme le disait Léonie, en fait, le loup est arrivé sur notre territoire cette année, l'année dernière en juin. Donc voilà, c'est pour me tenir un petit peu informée aussi, avoir des retours d'expérience sur la marche à suivre. Et je vois que la caméra s'est pas activée. Ah, ça y est. Voilà. Et donc le mot aussi qui me vient à l'esprit, c'est cohabitation aussi, puisqu'on est sur un territoire pastoral avec du coup des enjeux de cohabitation très importants. Voilà. Merci Anne. Frédéric, j'essaie de te repasser la parole. Ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends et est-ce que tu es là? Oui, non? Non. Bon. Merci à tous. Je vous propose qu'on commence. Je vais laisser du coup Sophie se présenter en début d'intervention. Et pareil, Romain du coup du Parc de l'Aubrac se présentera aussi en début de son intervention ensuite. Sophie, est-ce que je te laisse partager ou est-ce que tu veux que je partage ta présentation? Je tente. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, c'est pas en mode diaporama par Oui. contre. Ah, je vais le mettre en... Hop. C'est bon? C'est bon, Nickel. c'est à toi. Alors, donc moi, c'est Sophie Gesta, donc je travaille au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Je suis sur la partie agricole et du coup, je m'occupe en partie de la partie sur les grands prédateurs. Donc là, je vais vous faire une présentation des différentes actions qu'on a pu mettre en place par rapport à l'arrivée notamment du loup. Je n'ai pas parlé de l'ours parce que pour l'instant, l'ours, il est plutôt côté ariégeois. Il vient de temps en temps, mais c'est quand même assez ponctuel. Donc du coup, j'ai plutôt axé sur le loup. Donc au niveau des Pyrénées-Orientales, c'est quand même un sujet qui est très présent dans les Pyrénées-Orientales depuis longtemps. Pas forcément par rapport au loup, mais surtout par rapport aux chiens errants et aux chiens divagants qui sont présents sur le territoire. Depuis les années 90-2000, on a le loup qui est revenu. Pour l'instant, on a juste des mâles, on n'a pas de femelles, et du coup, on n'a pas de meute installée, ce qui fait qu'on a peu de dégâts, entre guillemets, par rapport au territoire où il y a des meutes. On a 2 zones de présence permanente, j'ai une carte plus loin pour vous montrer, et une zone de présence à confirmer, qui est la zone où il est arrivé en premier, en fait, et pour l'instant, on le voit moins sur cette zone-là, mais c'est la première zone où il a été présent. Tout ce qui est intégration de zones de protection a plutôt été très bien faite sur le territoire. On a pas mal de chiens de protection de troupeaux, des bergers, des parcs de contention, les regroupements nocturnes un peu moins. Mais en tout cas, les chiens de protection de troupeaux sont très présents sur le territoire. Ce qui peut aussi poser pas mal de problématiques parce que quand les troupeaux sont regroupés pour aller en estive, parce que au niveau du fonctionnement, nous en gros les exploitations, l'hiver et printemps, elles sont sur les exploitations et l'été, les troupeaux se regroupent et partent en estive. Et du coup, quand ils partent en estive, ils regroupent les troupeaux, mais ils regroupent aussi les chiens. Et du coup, on peut se retrouver sur des groupes individus de chiens de 5 à 6 individus par estive. Et ça pose des soucis avec tout ce qui est randonnée, VTT, vélo électrique, toutes les activités de pleine nature. Donc, c'est un sujet qui est présent sur le territoire, même si on a peu de loups. Donc, au niveau des ZPP, donc c'est en bas, le territoire du parc. Donc, on a 2 ZPP qui sont Carlet de Cancardos et Puigmal Canigou-Ripollès. Et on a la zone du Madre, Boucheville, donc à cheval entre les PO et l'Aude notamment, donc qui est la zone à confirmer.
Voilà, qui est la première zone où le loup est réapparu. Au niveau du suivi, donc j'ai mis une carte là des suivis des indices de présence depuis 2021. Donc il faut savoir que le territoire du parc, c'est à peu près tout le secteur où il y a les points d'indice. En fait, nous, on est la partie haute du département des Pyrénées-Orientales. Donc à part quelques points qui sont plutôt vers la plaine de Perpignan, tous les autres sont sur notre territoire. Et donc, du coup, on est fortement concerné par le loup dans le département, parce que la majorité des loups du département sont chez nous. Au niveau de la génétique, donc, il y a 3 loups différents qui ont été identifiés. Il y a celui qui avait été récupéré en Angoustrine, qui est venu mourir dans le garage d'une habitante qui avait 14 ans. On a un mâle italo-alpin qui a été vu en 2020 sur Angoustrine et donc Mérins-les-Valles en Ariège. Et donc qui est toujours sur la ZPP du Carlite. Et sur le Puy-Chemal, on a un autre individu, donc pareil, italo-alpin, pareil depuis 2020 sur l'autre ZPP et qui a été vu pas mal l'hiver dernier vers la Yagone, dans le Cap-Cyr. J'ai remis ça rapidement, c'était juste pour montrer un peu la carte derrière qu'on a. En fonction des constats et de la présence du loup, il y a des aides différentes, mais ça, je pense que tout le monde le sait, pour mettre en place les mesures de protection. Et du coup, voilà, nous, au niveau des secteurs, on a cercle 1, cercle 2 et cercle 3. Donc, avec cercle 1 et cercle 2, là où il y a le plus d'aide. Et en gros, le parc, c'est à peu près cette zone-là. Bon, à part la partie tout à droite. Donc, voilà. Au niveau du parc, ce qu'on a pu mettre en place, donc tout d'abord, c'est participer à tout ce qui est accompagnement et suivi du loup. Donc les différents charges de mission, notamment les charges de mission Natura 2000, parce que les loups sont principalement présents sur les sites Natura 2000. Donc ils participent au suivi hivernaux, ils font partie donc, du réseau Loup Lynx, donc avec la recherche d'indices de présence, tout ce qui est traces, observation visuelle, récolte d'indices génétiques, etc. Le PNR donc, est référent sur une des 2 zones de présence de permanence, qui est donc la ZPP du Carlite, parce que ça correspond à un site Natura 2000. Donc la charge de mission Natura 2000, qui est en charge du site, est référente sur cette zone-là. Il y a une coordination en début de saison avec les 3 autres référents. Il y a aussi donc, une coordination avec l'OFB et puis les autres acteurs du réseau pour la pose et le suivi des pièges photographiques, pour que ça soit bien réparti sur le territoire en fonction de la pression observée et essayer de récolter le plus d'indices possible et couvrir au mieux les massifs. Et ensuite, donc, il y a tout un rôle de relais d'information auprès des partenaires et des élus, notamment auprès des éleveurs aussi, pour dire, bon, ben, en gros, on a un loup qui a été vu dans ce secteur-là, faites plus attention, enfin voilà. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on a mises en place. On a également mis en place, donc en 2020, une expertise avec l'IPRA Landry, donc Jean-Marc Landry qui a créé sa structure, qui est un peu le spécialiste, donc il est basé en Suisse, mais c'est le spécialiste au niveau du loup, plutôt sur les comportements du loup, donc voir justement expliquer qu'il n'y a pas un loup, mais il y a des loups, c'est comme les humains, en gros, on n'aura pas les mêmes dégâts en fonction du loup qu'on aura, en fonction de la meute qui sera installée, en fonction de beaucoup de choses et en fonction aussi de la topographie, du type de troupeau, etc. Donc on a souhaité lancer une étude sur les Pyrénées-Orientales en partenariat avec les réserves naturelles catalanes. L'objectif, c'était de voir, de mettre en place un accompagnement des éleveurs pour la résilience des systèmes d'élevage dans un contexte de prédation et pour optimiser les mesures de protection. Parce que pour l'instant, comme je disais, les mesures de protection, elles sont mises en place, mais on n'a pas forcément de retour. Et l'objectif, c'était vraiment d'optimiser, de voir si on a ces mesures de protection, est-ce qu'elles sont bien mises en place, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les améliorer, etc. Donc, on a choisi un secteur, donc le secteur de Noël, qui est aussi fortement concerné par des réserves naturelles. C'est pour ça aussi qu'on avait choisi ce secteur. Et où il y a beaucoup d'élevage aussi. Donc, l'étude a été faite à la fois sur les exploitations individuelles, comme je le disais, là où sont les troupeaux plutôt automne-hiver, et là où il y a le groupement pastoral, donc plutôt les parties hautes pour l'été. Et donc, Jean-Marc Landry et son collègue Jean-Luc Bourrelli ont fait des observations du fonctionnement des systèmes qui étaient en place et ils ont vu un peu qu'est-ce qui fonctionnait moins bien et quelles étaient les propositions pour essayer d'améliorer tout ça.
Donc, il y a eu des suivis la nuit, parce que lui, son mode de fonctionnement, c'est surtout d'aller auprès des troupeaux la nuit et de fonctionner avec une caméra infrarouge. Comme ça, il filme le comportement des troupeaux, le comportement des chiens, et éventuellement donc, des loups s'il y a des loups à ce moment-là. Bon, nous, à l'époque, sur ce secteur-là, il n'y avait pas de loups, donc, mais c'était vraiment voir au niveau des chiens, etc. Les différentes conclusions qui ont été faites, donc, c'est que tout d'abord, il y avait une couchade du groupement pastoral, là où le troupeau passe la nuit, qui était plutôt très vulnérable parce que mal placé avec des endroits où les animaux pouvaient tomber dans les ravins. Et aussi très accessible au niveau des passages, parce que pareil, il étudie là où le loup est susceptible de passer, etc. Donc c'était sur un endroit qui n'était pas du tout adapté. Donc ce qu'il a proposé, c'est de déplacer cette couchade et de mettre un parc de regroupement nocturne avec filet et électricité. Donc ça, les éleveurs l'ont pris en compte et l'ont mis en place suite à cette étude. La conclusion, c'est que le troupeau est plutôt bien protégé, avec un berger et la présence de plusieurs chiens de protection. Après, il y a des choses qui sont adaptées aussi sur les chiens de protection, dans le sens où, par exemple, éviter de les nourrir juste avant d'aller les coucher, enfin juste avant la nuit, parce qu'ils sont moins vifs à réagir ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des remarques qui ont été faites aussi. Mais la protection était plutôt bonne. Par contre, ce qui a été conclu, c'est que le troupeau était plutôt vulnérable pendant l'entre-saison, notamment l'automne et l'hiver, parce que donc ils pâturent en sous-bois avec une ressource qui est assez faible. Du coup, les animaux sont assez dispersés en sous-bois et ils sont laissés libres et sans aucune surveillance. Donc, du coup, c'est une période qui est plutôt assez délicate en termes de protection à la prédation. Et puis, protéger en sous-bois, c'est un peu compliqué avec des troupeaux très dispersés. Du coup, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Tout d'abord, c'était de faire un lâcher dirigé en protection, donc avec un troupeau libre, mais avec des contrôles réguliers et accompagné de chiens de protection. Le problème de cette solution, c'est que du coup, là, on ne met pas du tout en place de gestion écologique des milieux, c'est-à-dire qu'on ne guide pas le troupeau pour aller pâturer à tel ou tel endroit. Il y a aussi le problème de financement d'un berger, de trouver les financements, sachant que le berger est financé pour le groupement pastoral, mais pour les estifs, sur une autre période, on a un nombre de mois maximum financés, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et il y a aussi la problématique d'avoir des chiens de protection de troupeaux qui sont proches du village, avec du coup pas mal de randonneurs, de VTT, etc. Et donc des problèmes de cohabitation. Donc cette solution a été écartée. Après, il y avait aussi de mettre en place une protection individuelle sur une exploitation, c'est-à-dire de regrouper les deux troupeaux individuels sur une exploitation, faire des regroupements nocturnes, pareil, avoir des chiens de protection et avoir des parcs quotidiens de sécurité. Alors là, le problème pour les éleveurs aussi, c'était d'avoir ce surcroît de travail, un coût certain avec tout ce qui est parc et là encore le problème de l'emploi du berger et là encore le problème des chiens de protection au niveau du village. Après, donc la transhumance hivernale locale, donc regroupement des troupeaux, mais le problème c'était la disponibilité fourragère qui n'était pas forcément suffisante pour les deux troupeaux. Il fallait aussi harmoniser les agnelages parce que les deux élevages n'ont pas forcément les agnelages à la même période. Et là encore, donc toujours le financement du berger et des chiens de protection proches du village. Et enfin, la solution qui semblait la plus adaptée, c'était de faire un pâturage en pleine l'hiver, c'est-à-dire un pâturage inverse, on va dire. L'été, elles montent dans la montagne et l'hiver, de les descendre là où il y a de la ressource, c'est-à-dire dans les vignes, les vergers, les zones protégées en fait dans les communes. Mais là, du coup, pareil, il faut le financement d'un berger ou bien devenir éleveur transhumant. Il faut trouver des terrains. Bon, ça devait être jouable. Et là encore, il faut harmoniser les agnelages. Et il y avait surtout des questions administratives par rapport à la PAC. De réussir à avoir des parcelles déclarées sur deux mêmes troupeaux. Enfin, c'était un peu compliqué aussi de déclarer toutes ces parcelles-là, et sachant que les parcelles sont déjà déclarées en tant que verger, que vigne, enfin voilà. Donc ça, c'était la solution qui était la plus adaptée, mais qui demande beaucoup d'adaptation pour les éleveurs. Et on va voir si on arrive à la mettre en place, mais ce n'est pas franchement gagné. Donc sur cette problématique du troupeau en intersaison, ça va être une des problématiques qu'on va avoir le plus, notamment dans une partie du territoire du parc, de réussir à les protéger, non pas en estive, mais en intersaison. Voilà, donc c'est ce qui est ressorti de cette étude. Ensuite, les questions, peut-être on les fera à la fin, si ça vous va, sauf si vraiment il y a des questions sur les études en particulier. Ensuite, on a eu aussi des étudiants donc, de l'INP de Toulouse qui sont venus en 2021. Donc, c'est un groupe de 5 étudiants sur un projet long de 5 mois
dans le cadre de leur scolarité. Et du coup, c'était plutôt au niveau social, c'était comment préparer le territoire à la probabilité d'une pression accrue de prédateurs. Parce que pour l'instant, on n'a pas de reproduction, on n'a pas de meute, mais ce n'est pas une situation normale. Et à terme, normalement, une meute va s'installer, ce qui causera beaucoup plus de problématiques qu'actuellement. Donc, ils devaient problématiser la commande en faisant l'état des lieux et ensuite voir un peu les dispositifs existants, l'efficacité et faire des propositions de solutions à mettre en place. Donc, eux, concrètement, c'était de créer du lien, notamment tant que le climat n'est pas ultra tendu, on va dire. Donc, déjà au niveau départemental, avec un comité grand prédateur à remettre en place parce qu'il avait été annulé pendant quelques années par solidarité avec l'Ariège, parce que ça s'appelait le comité grand prédateur et que par rapport à l'ours en Ariège, la chambre d'agriculture et autres boycottaient celui de l'Ariège, donc chez nous, ils l'ont boycotté aussi. Donc, il a fallu le renommer comité loup pour éviter que l'ours soit concerné, pour que la chambre revienne dans le comité. Donc, de remettre en place ce comité, donc là, c'est un comité qui est piloté par l'État, la DTTM. Au niveau du PNR, ce qui a été proposé, c'est de faire une réunion par an en début d'estime pour diffuser les informations, donc c'est-à-dire les résultats des différents suivis, les indices qui étaient avérés, ceux qui n'étaient pas, pour éviter que, parce que bon, les informations partent très vite sur le territoire, plus ou moins fondées, et on se retrouve avec des informations comme quoi il y a une portée de louveteaux, enfin voilà, ça va vite. Donc de vraiment faire cette réunion d'information en début d'estive pour dire quelles sont les données avérées concrètes sur le territoire. Et enfin, de mettre en place des rencontres de proximité par massif pour vraiment avoir des échanges concrètement sur ce territoire-là, où est-ce qu'on en est, et de pouvoir échanger aussi sur les questions éventuelles des éleveurs, notamment sur cette thématique. Donc voilà. Du coup, on a fait une réunion de secteur en mai 2021 sur le secteur d'Angoustrine. Donc sur la carte que je vous ai montrée avant, on voit que c'est un des secteurs où il y a eu pas mal de prédation l'année dernière. Donc on a eu 22 personnes présentes. On a commencé par une présentation du réseau Loup-Lynx, qu'est-ce que c'était, qui y était, etc. Tout ce qui était rappel des zonages administratifs avec les cercles 1, 2, 3. Tout ce qui était procédure de constat pour savoir qui contacter et comment protéger les cadavres pour pouvoir avoir des constats le plus efficaces possible aussi. Présentation, donc, comme je le disais, du contexte local. Les moyens de protection en place, les données récentes, etc. Et ensuite, donc, des échanges par rapport aux besoins des agriculteurs. Donc, ils ont parlé notamment de tout ce qui était aide psychologique quand il y a une perte importante sur les troupeaux, d'avoir des informations réactives, donc par exemple un groupe WhatsApp ou des coups de fil, ou enfin voilà, de venir sur le territoire, mais d'essayer d'avoir des informations rapides dès qu'on sait que le loup est là et pas de l'avoir 6 mois plus tard, ou dès qu'on suspecte qu'il soit là. Donc, de continuer à organiser ces réunions de secteur. Et aussi par rapport aux bergers d'appui, quand c'est des périodes un peu tendues, de les mettre en relation avec la pastorale pyrénéenne, parce qu'on a un organisme dans les Pyrénées qui travaille sur plusieurs thématiques, donc déjà pour tout ce qui est sélection au niveau des patous, mais aussi la mise en place d'un réseau de bergers d'appui, en fait. Donc c'est une aide ponctuelle avec des bergers qui peuvent venir en renfort sur une période donnée par rapport à une problématique ponctuelle. Et éventuellement de poursuivre la mise en place de diagnostics de vulnérabilité sous réserve, là encore, d'avoir des financements. Voilà. Et ensuite, on a mis en place cet été la présence de 2 médiateurs pastoraux en montagne. Donc ça a été financé par l'Adréal Aura dans le cadre du plan national d'action sur le loup et l'élevage. L'objectif, c'était d'informer sur qu'est-ce que c'est qu'un chien de protection et comment se comporter face à un chien de protection. On s'est rendu compte qu'au final, on balayait beaucoup de thématiques, les chiens en laisse, les comportements généraux en montagne, parce qu'on avait fait toute une campagne de communication suite au confinement, etc., où on s'est retrouvé avec beaucoup de monde en montagne, et notamment des publics qui n'étaient pas du tout avertis, et avec pas mal de problématiques et des comportements assez inappropriés. Donc du coup, il y a eu pas mal de sensibilisation aussi sur les comportements en montagne de façon assez générale. Mais donc on les a eu pendant 2 mois, donc c'était 2 personnes, 2 mois donc en juillet et août. On s'est réparti le territoire avec d'autres structures, donc les réserves naturelles catalanes toujours, qui font la sensibilisation sur leur secteur, et l'association Source, qui elle également avait une personne pour faire un peu ce travail aussi.
Et l'objectif, c'était de couvrir donc à la fois les secteurs qui sont concernés par le loup et les chiens de protection, mais également des secteurs très fréquentés pour essayer de toucher un maximum de public. Et donc, ces 2 personnes étaient soit sur des postes fixes, soit en randonnée, en itinérance pour aller à la rencontre des gens, soit on était présents aussi également sur des événements thématiques. Donc, il y a eu à peu près 2500 personnes qui ont été contactées, principalement des Catalans du Sud, donc des Espagnols et des gens des Pyrénées-Orientales ou du coin, majoritairement en randonnée. Les chiens en liberté ont été une des principales problématiques qui a été rencontrée, parce qu'il y avait pas mal de chiens très peu souvent attachés. Et quand on parle des chiens à leurs propriétaires, c'est tout de suite très dans l'affectif et très compliqué à expliquer. Ce qu'un chien peut causer comme problème par rapport aux chiens de protection ou aux troupeaux, mais également par rapport à la faune sauvage, par rapport à pas mal de choses. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il va falloir qu'on voit comment communiquer dessus. Et on avait un niveau de connaissance plutôt moyen sur les comportements face aux chiens de protection. Souvent, les gens savaient ce que c'était qu'un patou, mais les comportements n'étaient pas toujours très bien maîtrisés non plus. L'objectif, ce serait de poursuivre cette mission en essayant de caler les dates un peu mieux, parce qu'on s'est rendu compte qu'en juillet, c'est pas là où il y avait le plus de monde, mais c'était plutôt vraiment le mois d'août, voire début septembre. Donc, à voir comment on réadapte. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il faudrait former les acteurs du territoire, que ce soit la gendarmerie, que ce soit même les autres gestionnaires d'espaces naturels comme l'ONF ou autres, pour avoir tous le même discours et avoir tous le même niveau de connaissance. Parce qu'on a eu des opérations de gendarmerie. En gros, c'était vraiment avec le préfet, un gros outil de com, on va dire. Mais bon, voilà, gendarmerie qui arrive, qui passe en quad sur les pelouses. Enfin voilà, donc au niveau exemplarité, c'était pas merveilleux. Et plutôt que d'avoir des grosses manifestations comme ça de police, c'était plutôt de le mettre en place plus régulièrement sur les territoires où on sait qu'on va en avoir besoin, avec du bivouac qui n'est pas respecté, des places à feu qui étaient faites. En plus, cet été, tout était très sec, mais on avait quand même des places à feu faites juste en lisière de forêt, etc. Donc, avoir plutôt des opérations de police plutôt plus régulières et plus ciblées et concertées avec ceux qui sont sur le terrain aussi. Donc voilà, et aussi ce qui est ressorti, c'est que pour sensibiliser aux chiens de protection de troupeau, il va aller mieux être sur des secteurs où le chien était présent. Parce que quand on en parle, mais que le chien n'est pas visible, pas présent, les gens, en fait, c'est très flou. Et au final, ils écoutent que d'une oreille et ça leur parle pas plus que ça. Donc là, c'est pour vous montrer un peu donc, le territoire du parc et les territoires où les médiateurs étaient présents, avec la partie en bas à droite où c'était plutôt les réserves qui le géraient, les réserves naturelles et l'association Source. En haut à droite, également les réserves naturelles, donc qui sont en hachuré vert. Et après, nous, c'était plutôt la partie dans le site Natura 2000 qui est bleu, où les médiateurs ont été présents. Voilà pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions sur les différents projets qui ont été mis en place, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sophie. Il y a déjà une question. J'ai de l'écho. Une question dans le chat, en fait. Alors bon, déjà savoir s'il est possible de récupérer l'étude complète. Je crois que ça, Christine, tu l'as écrit au moment où il était question de l'étude de Monsieur Landry, hein, sur les comportements du loup, etc. Oui. Et une question plus administrative, mais qui, je pense, effectivement, intéresse tout le monde, c'est à partir de quand se déclenchent les aides quand un grand prédateur arrive sur un territoire? Et après, j'imagine qu'il y a le moment de l'arrivée, mais il y a aussi le moment où la présence est attestée, parce qu'il doit y avoir toute une évolution par rapport au déclenchement des financements. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Alors, pour l'étude, il faut que je vois, parce que comme c'est sur des exploitations privées, il faut que je vois si elle est diffusable ou pas, parce qu'il y a des données forcément de fonctionnement d'exploitation, donc il faut que je vois si je peux la diffuser ou pas. Donc ça, je me renseignerai. Et après, pour les aides, tout dépend en fait des cercles dans lesquels on est en fait, parce que quand on est dans le cercle 1, on a des aides. Quand on est donc tout ça, ça dépend des indices de présence, et c'est la DDTM qui fait une réunion en début de saison. Je vais la retrouver la carte. Voilà, ici. Qui fait une réunion et qui définit ces zones de présence. Donc là, on a tous les acteurs agricoles qui sont très attentifs à ça, parce qu'en fonction de dans quel cercle on a plus ou moins d'aides. C'est ce que je mettais là. Les aides, voilà, foyer de prédation, prédation avérée, prédation probable ou zone possible d'expansion.
Et en fonction, on a soit des indemnisations, soit des aides financières, en fait. Et donc, tout ça, ça dépend vraiment de ces cercles qui sont définis par la DDT. Donc, en gros, si on est en cercle 0, cercle 1, on a des aides à la fois pour les chiens, l'achat du chien et son entretien, pour les clôtures et les parcs, pour le gardiennage, pour tout ce qui est études de vulnérabilité, ce que je disais, les diagnostics de vulnérabilité, et aussi l'accompagnement technique. Quand on est en cercle 2, on a pour les chiens et pour les clôtures, et quand on est en cercle 3, on a, enfin voilà, plus on est dans des cercles, plus on s'éloigne, on va dire, de la présence avérée du loup, moins on a d'aide. Mais ça, c'est vraiment l'État qui le définit en fonction des indices et des retours de l'OFB, notamment au niveau de la présence, d'une zone de présence permanente, etc. Merci Sophie. Thierry? Oui, moi, c'était pas forcément une question, c'est plus une remarque sur la dernière photo du diaporama, si tu peux la remettre. C'était une petite provocation. Ouais, mais provocation, pas forcément tant que ça, parce qu'on disait là en aparté avec Emma, c'est le problème de la cohabitation entre les locaux, qui notamment chez nous sont plutôt des néo-ruraux. On a Montpellier à 20 minutes de voiture. Et la problématique des codes, en fait, où dans l'esprit des gens, le patou, c'est Belle et Sébastien. Donc, du coup, c'est un gentil petit chien à qui on a envie d'aller faire des gros câlins. Et du coup, ça pose des problématiques de cohabitation, même si on n'a pas forcément encore le loup, du moins avéré sur notre territoire. On a déjà des soucis de cohabitation entre des visiteurs plutôt urbain qui arrive, qui voit du verre sorti de période Covid, il lâche le chien et puis ça fait quelques étincelles. Donc du coup, ces questions-là, elles ont été gérées comment sur vos territoires, enfin ceux qui ont des expériences? Est-ce que c'est panneautage? Est-ce que c'est travail avec les éleveurs? Est-ce que c'est de la com autre? Si, des retours d'expérience intéressants à prendre peut-être. Alors nous, au niveau des Pyrénées catalanes, justement, je disais, on a fait une grosse campagne de communication qui s'appelle Que la montagne est belle, qu'on trouve sur Internet ou autre, où c'est des petits visuels qui sont assez parlants, et notamment, il y a ces histoires de patou qui sont ressorties dedans. On a mis des grands panneaux, des grandes banderoles, et on a fait pas mal de communication là-dessus. Plusieurs parcs l'ont récupéré et l'ont remis à leur sauce. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, il y en avait plein. Il y avait sur fermer les clôtures, sur éviter de cueillir les plantes, éviter de faire du feu. Et notamment, il y avait aussi le patou qui était dedans. Après, donc nous, les médiateurs pastoraux, forcément, ils ont fortement sensibilisé à ça. Est-ce que c'était qu'un chien de protection? Enfin, que c'était un chien qui était là pour protéger le troupeau, qui était pas là, enfin, que caresser un chien comme ça nuisait à son travail, qu'en plus, enfin, voilà, il était là pour protéger, donc tout intrus était... Donc voilà, c'est vraiment sur le terrain. Et ensuite aussi, avec les éleveurs, il y a du travail qui est fait pour pareil, du panneautage et puis de la sensibilisation. Mais c'est très compliqué en effet parce que quand les gens viennent et ne connaissent pas du tout ce territoire de montagne, on l'a vraiment ressenti après le Covid, où on a eu beaucoup plus de monde et beaucoup plus de gens non avertis. C'était très compliqué parce que les gens y vont. Là, on a les médiateurs, ils voyaient les gens qui se mettaient à côté des troupeaux pour faire la photo. Enfin, voilà. Il faut un peu de tout, je pense. Mais c'est la grosse peluche, c'est sûr que c'est la grosse peluche. Mais bon, après, quand ils aboient, ils font moins peluche quand même. Frédéric et ensuite Christine. Oui, vous m'entendez du coup? Tu es revenu, Frédéric, alors. C'est jamais parti, mais voilà, je pensais que ça commençait à 9h30, donc bon, je suis arrivé un peu plus tard que prévu. Non, c'était juste pour compléter la réponse sur les aides au regard des équipements qu'on peut se procurer au regard des attaques de loups. Effectivement, donc c'est en fonction des cercles 1 et 2, mais ça peut être également le cas. C'est prévu dans le PNA loup de demander au regard de caractère d'urgence si tu es situé sur des fronts de colonisation, tu peux aller demander au ministère des financements dits d'urgence. C'est prévu dans le PNA et c'est ce que nous, en fait, on fait, on est en train de faire pour cette année. Voilà. C'est-à-dire qu'on on a certaines communes qui sont en cercle 2. On attend l'arrêté préfectoral de l'année pour savoir si on passe en 1 ou pas. Et si ce n'est pas le cas, de toute manière, on pourrait jouer sur ces fonds dits crédits d'urgence. Voilà.
Merci pour le complément. Rapidement, du coup, les interlocuteurs, c'est en DDT, hein, c'est pas en DREAL, c'est au niveau départemental. Tu sollicites la DDT et nous, on sollicite directement le préfet, en fait, là-dessus. Parce que D'accord. du coup, nous, on est dans un département, je ne me suis pas présenté, mais donc on est dans les Hautes-Pyrénées et on est un département où la veille vis-à-vis du PNLO n'est pas mis en place. Et il y a des démarches comme ça, des paliers administratifs obligatoires à passer pour obtenir certains crédits. C'est pour ça que ces crédits dits d'urgence peuvent, et ça a déjà été le cas dans le 64, par exemple, il y a quelques années, peuvent répondre à la demande et à l'urgence. Voilà. Ok. Merci Frédéric, du coup, pour le complément. Christine? Bah, par rapport aux chiens non tenus en laisse, pour vous alerter, enfin je pense que vous êtes tous au courant, que c'est une difficulté globale sur l'ensemble des espaces naturels sensibles ou autres. En fait, nous, on est gestionnaire de la forêt de Buzet à proximité de Toulouse et on rencontre le même problème qu'en montagne. Et on rencontre aussi le problème de feu parce que durant l'été, moi, j'ai des agents qui étaient obligés de faire remballer les barbecues en pleine forêt, quoi. Donc, alors, l'après-Covid, on n'en parle même pas, ça a été la gabegie, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'à un moment, il va falloir qu'on se mette tous à expliquer les problèmes des chiens non tenus en laisse. Moi, je sais que même quelquefois, la plupart de mes élus ont du mal à comprendre effectivement comment ça s'appelle, les conséquences que ça peut avoir. Et une des dernières conséquences, c'est que des charmantes dames avec leurs chiens, moi j'ai des animatrices avec des enfants, enfin des scolaires, le chien est venu s'ébrouer au milieu du groupe de gamins, enfin des petits en plus. L'animatrice lui disant: Madame, tenez votre chien en laisse. Ah, bah, vous aimez pas les chiens, vous, madame? Comment voulez-vous que les enfants comprennent les chiens et les aiment? Donc, on a aussi un certain nombre de gens difficiles à gérer. Voilà. Merci Christine pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Du coup, Anna, je crois, oui. On ne t'entend pas, Anna. On ne t'entend toujours pas. Je crois que tu as le micro qui est coupé. Là, c'est bon peut-être. Là, c'est bonjour. Bon. Oui, bonjour. Anna Muller du CPE des COS méridionaux, donc l'ARSAC méridional et Rolté. Par rapport à la situation sur les chiens, on rencontre pas mal beaucoup plus de chiens maintenant qu'il y a quelques années. Il y a pas mal d'éleveurs qui passent avec un accompagnement avec l'Institut d'élevage, avec l'IDEL, et ça fonctionne très bien. Mais il y a des comportements vis-à-vis des chiens et des attitudes vis-à-vis des chiens au sein des éleveurs qui sont très très différents d'une exploitation à l'autre. Aussi des discours vis-à-vis des usagers qui sont différents. Il y en a qui vont avoir plutôt tendance à dédramatiser beaucoup trop par rapport aux chiens, donc ils vont les inviter à les caresser, tout ça. D'autres, ça va être complètement le contraire. Donc il y a des discours et des façons un peu dans l'éthologie qui est complètement différent en fait. Donc ça, je le constate. Donc voilà, ça homogénise pas beaucoup, mais ça c'est une chose. Et après, il y a, on va dire quand même la majorité des éleveurs qui sont opposés aux chiens de protection. Donc on a vraiment cette grande thématique de la majorité des éleveurs qui s'opposent à ces mesures. Voilà. Moi, je suis un peu dans pas mal d'interrogations en fait face à ça. Donc, opposition en général aux aides en fait. Donc, pour des mesures il y a vraiment une opposition au loup et on a vraiment du mal à communiquer, à médiatiser là-dessus. Voilà. Notamment avec la situation apparemment avéronaise qui dans l'Aveyron, il y a une très très forte opposition. Je ne sais pas si des personnes ici peuvent en témoigner. J'ai très peu d'informations, on a très peu de liens avec les associations avéronaises. Mais voilà, c'est quand même très clivé. Et on organise dans pas longtemps, en mars, le 16 mars, une conférence film, du film Rasco et nous. Je sais pas, je suis arrivée un peu tard dans la discussion. C'est un film du coup qui parle des chiens de protection, qui est très bien fait, qui brosse un tableau assez large de la situation en France, au sud de la France, d'éleveurs qui s'installent avec des chiens de protection.
et qui sont suivis justement par les devs. Et donc, on espère avoir voilà, une discussion un peu assez intéressante là-dessus chez nous. Et ça a été, c'est fait à l'initiative du préfet de l'Hérault, voilà, qui souhaite que ce film soit projeté et soit discuté avec les éleveurs. D'accord. Sophie, excuse-moi, est-ce que je peux juste te demander de départager ton écran, peut-être pour qu'on se voit tous un peu mieux? Je pense à ça, moi, un peu tard, mais voilà. Et Anna, du coup, pour répondre à ta... Enfin, on n'en a pas parlé effectivement du film. Ouais. Je sais que le parc du Haut-Languedoc l'a diffusé. Je les avais invités aujourd'hui, mais ils pouvaient pas être présents. Je sais pas, par contre, j'ai pas eu le retour à savoir comment ça s'était passé, comment ça avait été accueilli par le public. Moi, j'ai eu un retour de l'OFB. Apparemment, il y avait quand même beaucoup de monde. Ça a été très bien cadré, très bien accueilli. Après, je sais pas le détail des discussions. Mais... Ils l'ont passé justement dans une commune où il y en a de plus en plus et où ça devient assez chaud, tendu. Donc, justement, c'est vrai que le retour était... C'est Fraisse. C'était Fraisse. Ah, je crois que c'était Saint-Amand-Soult. Il y avait les deux. Ah, il y avait les deux. Okay. Ouais. Et ensuite, je voulais rebondir, rapidement sur quand tu disais par rapport aux chiens de protection, en fait, que les éleveurs sont contre et qui sont contre toutes les mesures en général. Ça me fait penser un peu, alors on est entre nous, hein, au comportement qu'il peut y avoir par rapport à l'ours sur certains secteurs des Pyrénées ariégeoises, où ce qui ressort souvent dans les comités dans les comités ours, du coup avec le préfet, c'est on n'a pas demandé la présence de l'ours, donc en gros, on n'a pas envie d'avoir des contraintes supplémentaires et en gros, ils ne veulent pas faire d'efforts, même si au final, on sait qu'avec ce triptyque de mesures de protection, le parc des Pyrénées catalanes, là, nous le montre bien, puis il y a d'autres secteurs où ça fonctionne très bien, dans les Alpes ou autres, quand on met les trois mesures en place, ça fonctionne, il y a moins d'attaques, etc., etc. Mais en fait, il y a ce côté un peu irréductible où j'ai pas envie de changer mes pratiques, quoi. Et ça, c'est difficile à... on le voit en Ariège, hein, c'est difficile à démonter ensuite comme comportement. Si je peux reprendre juste, c'est plus, je voudrais le formuler plus sous forme de question. Si quelqu'un peut expliquer au niveau administratif que ça implique quand un groupe d'éleveurs va militer entre guillemets pour il me semble, un non-classement. Moi, je ne comprends pas très bien, en fait, si on est opposé, beaucoup d'éleveurs vont s'opposer contre les aides, donc ils vont s'opposer aussi contre le classement en cercle 1. Oui, enfin, comment ça se passe, en fait? Ça veut dire qu'ils sont pour quel type de classement? Je ne sais pas si ma question est claire, mais moi, j'entends toujours parler qu'en fait, qu'il y a des groupes d'éleveurs, des cercles d'éleveurs qui vont s'opposer tout à fait à ces classements voilà, pour pouvoir dire voilà, on n'est pas éligible aux aides, donc on est éligible plutôt à des mesures d'abattage, quoi. Enfin, voilà. Romain a levé la main, je te laisse répondre et puis du coup après ce sera une transition parfaite puisque ce sera à toi d'enchaîner sur ta présentation. D'accord. Merci. Je pense que pour éclairer la situation pour le Sud-Aveyron, le Nord-Hérault, il faut avoir en tête aussi que une majeure partie des communes du secteur ont été classées zones difficilement protégeables il y a 2 ans ou 3 ans. C'est une expérimentation et que de fait, en fait, un classement en ZDP exclut la possibilité pour que les communes soient classées en cercle 1 et donc bénéficient des moyens qui vont avec. Donc en fait, ceci explique cela. En fait, la ZDP permet, on va dire, un accès facilité, notamment aux tirs de défense renforcés, voire aux tirs de prélèvement. Donc aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ont en tête, notamment sur les fonds de colonisation, cette expérimentation et le souhait effectivement de dire, si on s'engage sur des demandes de cercle 1, entre guillemets, on se fait avoir et donc il faut faire un pressing fort pour qu'on ait une ZDP sur nos territoires. Bon, sachant que la ZDP telle qu'elle existe aujourd'hui sur le Sud-Aveyron, le nord de l'Hérault, je ne suis pas convaincu que les services de l'État considèrent que c'est une expérimentation qui soit réussie, quoi. Ok. Mais, c'est en effet, c'est lié à ZDP. Ouais. Ok. J'enchaîne du coup, Julie. Alors, je vais partager l'écran. Vous me dites si vous voyez.
Oui, alors c'est pas en mode diaporama et je disais, mais j'avais coupé mon micro, que tu peux en profiter pour te présenter peut-être du coup. Oui, tout à fait. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Romain Doumer-Gribière, je travaille pour le parc naturel régional de l'Aubrac, où j'occupe la place de chef de pôle patrimoine naturel et je m'occupe en sus des missions forêt et faune sauvage. Donc, alors, je pense qu'une bonne partie potentiellement de mon propos ou de ce que je vais évoquer va faire quand même beaucoup écho à ce qui a été présenté pour les Pyrénées. Bon, c'est assez logique sur le sujet, mais vous allez voir que justement, je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'il y a à la fois il y a quand même beaucoup de points communs, quels que soient les territoires, mais aussi quelques particularités où je pense on a des marges de manœuvre pour travailler. Alors, pour commencer ma présentation, je vais faire un petit rappel un peu contextuel sur le territoire du parc. Alors, le PNR de l'Aubrac est un parc qui est jeune, puisqu'il a été labellisé en 2018. Il faut avoir en tête que le sujet du loup, c'est quand même un sujet qui a pas mal cristallisé de discussions lors de la préparation de la charte. Et c'est tout à fait un sujet qui aurait pu la faire capoter d'ailleurs. On doit à notre président de l'époque, André Valadier, la capacité d'avoir éludé, entre guillemets, ce sujet-là, mais c'est vrai que ce sujet-là a été très prégnant dans les discussions. Alors, le PNR de l'Aubrac, on est au sud du Massif central. Ce qui est important à avoir en tête, que je pense que tout le monde a un peu l'image d'Épinal de l'Aubrac avec les grandes estives ouvertes, c'est qu'en fait, le territoire du parc couvre un territoire beaucoup plus large, puisqu'en réalité, on englobe notamment une partie de la Margeride et des territoires où vous voyez, par exemple, la carte du parc va à la Canourgue, c'est déjà le contexte des Grands Cosses. Alors Romain, je t'arrête, excuse-moi, parce que du coup, c'est pas en mode diaporama et ça défile pas non plus. Je pense que tu devais nous montrer la carte là peut-être, mais… Tout à fait. Dites-moi si ce que vous voyez à l'écran. Là, c'est la carte, mais c'est toujours en petit en fait, si tu peux mettre en mode diaporama peut-être. Est-ce que là, vous voyez en mode diaporama? Non. Ah, pourquoi ça ne veut pas l'afficher en diaporama? Sinon, éventuellement, Julie, je te l'ai envoyé. Est-ce que tu peux le mettre de ton côté? Oui, alors du coup, tu me l'as envoyé, mais je ne l'ai pas encore téléchargé puisque je vais essayer de récupérer ça. Je te laisse continuer et j'essaye de le récupérer, de le partager. Voilà, j'insiste sur effectivement à bien avoir en tête que le territoire du parc ne concerne pas que l'Aubrac et derrière effectivement ça joue beaucoup effectivement sur la thématique. Je pense, certains peuvent avoir en tête l'actualité médiatique de l'été sur la Margeride, mais qui nous a quand même beaucoup concernés. Donc, toujours est-il que cette thématique du loup figure bien dans la charte. Donc, elle fait l'objet d'une mesure dédiée, alors qui est plus large, puisqu'en réalité, sur le territoire, on a la chance d'être concerné par un certain nombre d'espèces considérées comme impactantes. Et ce qui fait que d'ailleurs, la situation est un peu paradoxale, mais par exemple, sur le territoire de l'Aubrac, la situation est beaucoup plus tendue, par exemple, sur le sujet du vautour que sur le sujet du loup. Bon, ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, on a malgré tout la chance quand même d'avoir une identification du sujet dans la charte du parc, donc, ce qui nous donne quand même une certaine légitimité à travailler sur le sujet. Alors, je fais juste un bref rappel un peu historique, mais qui permet de comprendre aussi pourquoi le sujet était autant dans les têtes quand la charte a été créée. Bon, l'Aubrac est un territoire où le loup avait disparu assez classiquement à la fin du 19e siècle et où en fait le retour a été assez rapide. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les diapos qui défilent, mais l'Aubrac est un territoire où un loup a été tué en 1977. Ce qui a donné lieu à une carte postale qu'on retrouve assez facilement sur Internet aujourd'hui. Donc, sans préjuger de l'origine de l'animal en 1977, savoir si c'est un animal naturel issu de captivité. Bon, néanmoins, c'est vraiment, en fait, sur l'Aubrac, quand on regarde un peu les historiens locaux, on trouve pléthore de témoignages dans les années 70, 80, 90 de témoignages de présence de loups. On dur de trier un peu le bon grain de livret là-dedans, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie mémoire du sujet. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le loup qui a été tué en 1977 sur l'Aubrac, à l'endroit quasi exactement où il a été tué, c'est l'endroit où, en fait, en 2006, l'ONCFS, à l'époque, avait officialisé la première présence de l'espèce dans le Massif central.
ce qui témoigne à minima d'une certaine mémoire des lieux pour l'espèce. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qui était un peu oublié, mais en fait, en 2006, quand le réseau loup avait communiqué sur la présence de l'espèce, à l'époque, génétiquement, ils avaient identifié un mâle et une femelle sur l'Aubrac. Donc, c'était, vous imaginez, on était il y a plus de 15 ans en arrière. Donc, l'ONCFS, à l'époque, pensait qu'on aurait très logiquement une structuration en meute rapide derrière, bon, ce qui n'a pas été le cas. Bon, malgré tout, la présence du loup a été récurrente depuis. Après 2006, ça a été une présence en pointillé jusqu'on va dire en 2012-2013. Et en fait, depuis 2013, l'espèce est présente de manière récurrente sur le territoire, sédentarisée, avec des suspicions qui ont eu lieu de reproduction. Donc, il y a eu 3 années de suite, il y a eu des opérations de hurlement provoquées entre 2015, 2016, 2017, à nouveau en 2020. Bon, sans jamais avérer de reproduction, mais en tout cas, les suspicions sont récurrentes sur le territoire et souvent liées à des témoignages de plusieurs animaux ensemble. Donc aujourd'hui, oui. Romain, excuse-moi, je t'arrête. Je ne sais pas du tout si j'en suis au bon endroit sur le diaporama. Je l'ai partagé à ta place, mais je crois que je suis un peu en retard peut-être. Voilà, je te laisse descendre de 2-3 diapos supplémentaires. Ah oui. Voilà, je t'ai arrivé à la même diapo suivante, voilà, sur la carte que vous voyez, qui est une carte un peu de synthèse de la situation actuelle qui dessine bien aujourd'hui la présence du loup sur le territoire. Alors, présence qui est, comme je vous le disais, en fait, il y a vraiment des secteurs qui sont des secteurs récurrents. C'est-à-dire que quand bien même, et c'est arrivé depuis 2006, des loups disparaissent, les loups qui arrivent derrière viennent exactement au même endroit de ceux qui ont disparu. Bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se retrouver ailleurs. J'imagine peut-être aussi sur les Pyrénées catalanes. En tout cas, voilà, on a vraiment des secteurs où de toute façon, on sait que, entre guillemets, quoi qu'il arrive, la présence de l'espèce sera récurrente dans les prochaines années. Bon, ça, c'est en fait un sujet où le parc travaille, on va dire, main dans la main avec l'OFB depuis quasiment sa labellisation sur cette question de la présence de l'espèce. Parce qu'à l'instar de beaucoup de territoires, en fait, on a énormément de rumeurs, beaucoup de théories un peu on va dire complotistes. On a la chance sur le territoire, je mets chance entre guillemets, d'avoir le parc à loups du Gévaudan, qui est à côté de Marvejols. Donc c'est vrai que le lieu commun de beaucoup de personnes sur le territoire, c'est de dire que les loups qui sont présents sur l'Aubrac sont échappés du parc à loups du Gévaudan. Donc d'où l'importance d'objectiver la présence. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on s'est investi de longue date, y compris avant ce dont je vais vous parler sur les groupes techniques de discussion. Donc une présence qui est bien documentée, sur lequel le parc s'investit assez fortement. Bon, sur la diapo suivante, vous avez, c'est une illustration, mais illustration des données qui sont produites par le parc. Là, c'est pour la période de l'automne 2022. Aujourd'hui, la situation sur le territoire, elle est quand même assez bien connue, parce qu'en fait, on a un individu qui est identifié en génétique depuis 2014. Donc, tout à l'heure, on parlait du loup d'Angoustrine dans les Pyrénées qui avait 14 ans. Le loup, là, présent sur l'Aubrac, a probablement 12 ans. C'est probablement un des individus les plus âgés à l'état sauvage en France. Donc, et on a, entre guillemets, la chance qu'il soit assez peu des prédateurs. Mais on s'attend à ce qu'il disparaisse, on va dire, de sa belle mort dans les prochaines années. Bon, si tout à l'heure j'ai mentionné le fait que sur l'Aubrac, on soit sur une situation un peu paradoxale. Alors, je ne sais pas si on peut réellement considérer en réalité que l'Aubrac est un front de colonisation, vu que l'espèce est présente depuis 2006 en fait. C'est vrai que même si on n'a pas de reproduction, dans les faits, l'espèce est présente depuis maintenant assez longtemps. Donc on peut probablement considérer qu'on est une zone où le loup est bien installé. Entre guillemets, un petit peu la chance que l'on a sur le territoire, c'est que finalement, les constats de dommages restent à des niveaux, on va dire, assez faibles. On voyait là sur une période roulante de 2016 à 2022. Alors, on a des pics, 2019, 2022 notamment, mais on reste sur une moyenne annuelle qui tourne autour de 14 constats sur le territoire du parc. Le petit 68, c'est le nombre de brebis en 2019 qui ont été mangées. Et avec une répartition, le petit camembert en bas à gauche, c'est le nombre de victimes par attaque.
On est en fait sur un nombre moyen de victimes par attaque qui tourne autour de 3 à 4, ce qui est d'ailleurs les moyennes qu'on peut constater dans les Alpes. Donc, finalement, le fait qu'on ait un nombre assez limité de constats explique probablement pourquoi le sujet reste un peu sous les radars. Alors, il faut quand même un peu évoquer la situation agricole du territoire. Donc, l'Aubrac est quand même connu avant tout pour ses bovins. Ça, c'est vraiment la vache Aubrac, c'est la marque de fabrique du territoire, c'est l'emblème du PNR. Bon, il faut avoir en tête aussi que en fait, ça, c'est une situation aujourd'hui, même si c'est un peu l'image d'Épinal, si on remonte 50-100 ans arrière, il y avait largement plus de brebis que de vaches sur le territoire. Le fait qu'il y ait une spécialisation très forte sur les bovins, notamment sur les bovins allaitants, c'est le résultat des 30-40 dernières années sur la PAC. Donc, on a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, mais on a un effectif de mères sur le territoire qui va tourner autour de 120 000. Donc, c'est très conséquent en fait en termes de cheptel. Malgré tout, il reste un peu d'élevage ovin que je vais qualifier de résiduel, notamment sur les marges du territoire. Donc, les marges est, la partie marge ride, les marges nord, qu'on appelle le Caldaguès, qui est la partie cantalienne de l'Aubrac, où là, on retrouve des troupeaux ovins. Alors, très peu finalement d'éleveurs spécialisés au vin, qui sont vraiment dans une logique de production ovine, mais encore beaucoup, on va dire, de petits troupeaux de brebis. Alors, soit voilà, des gens qui ont conservé quelques lots de brebis à côté des vaches, ou des particuliers, des gens qui n'ont pas forcément un statut, qui ont un petit troupeau. Et aujourd'hui, l'effectif au vin sur le territoire du parc, il dépasse probablement pas 15 à 20 000 brebis. Donc, c'est peu, en fait, ramené à la surface du territoire. Mais c'est concentré, effectivement, sur les zones. Je veux bien juste, si tu veux remonter un peu sur la carte, c'est concentré sur certaines zones. Et vous voyez un peu avec les cercles là-dessus que ces zones où sont présentes les brebis, donc c'est notamment ces parties autour de la marge ride. Et c'est dans un contexte paysager qui n'est pas du tout celui de l'Aubrac couvert, en fait. Puisque là, on est dans le contexte sylvopastoral, avec la mosaïque de peuplement de pins sylvestres, de landes, de parcours, qui est un contexte beaucoup plus difficile pour la prédation. Donc, sujet du loup qui est bien présent sur le territoire, avec effectivement, je pense, un constat qui est partagé par tous les territoires, en fait, c'est celui de la capacité à cliver les discussions très rapidement et en fait à enfermer dans des positions irréconciliables et dogmatiques un peu l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment identifié, je pense, sur tous les territoires. Une situation qui est, on va dire, figée quand même beaucoup au niveau des cellules départementales. Donc, pour notre cas, que ce soit l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, l'ensemble des instances sont mis en place depuis de nombreuses années par la préfecture. On a des classements maintenant anciens avec des cercles 1, cercle 2 sur le territoire. Bon, malgré tout, les discussions qui ont lieu dans ces instances restent très figées. Donc, je parlais tout à l'heure un peu de l'actualité médiatique, mais notamment le comité loup du côté Lozère cet automne a donné lieu à une manifestation assez importante de la profession agricole. Donc, on a bien conscience aujourd'hui que ces instances départementales-là ne permettent pas en fait d'avoir les discussions dont on aurait besoin. Et c'est pourquoi on a, à partir de 2019, dans les réflexions, c'est cette question de concertation, de dialogue local que l'on souhaitait favoriser. On a essayé d'imaginer, on va dire, un peu des chemins de traverse pour les aborder. Et donc, c'est le fameux programme, donc groupe technique Faune Sauvage, dont je voulais vous faire un retour aujourd'hui. Alors, ces groupes techniques Faune Sauvage Agriculture ne sont pas dédiés que à la question du loup. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais on est aussi quand même beaucoup concerné par la thématique du vautour et du cerf. Alors ça, c'est un sujet aussi important parce que pour nous, sur le territoire, les deux espèces, cerf et loup, sont vite évoquées ensemble pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais c'est une réalité. Et on a un contexte compliqué pour les trois espèces. Voilà, on peut le résumer comme ça. Donc, l'objectif de ces groupes techniques faune sauvage, c'est avant tout un objectif de discussion. Alors, les points importants à avoir en tête. Vraiment, le premier point sur lequel
on a insisté dans la constitution du programme, c'est vraiment la capacité en fait d'avoir des instances qui soient de discussion et qui soient un petit peu protégées de l'actualité médiatique. C'est-à-dire où on permette à des gens de venir, de toute obédience, pour partager des points de vue, pour partager des avis, pour partager des retours d'expérience, sans être jugés ou pris à partie pour ce qu'ils peuvent évoquer. Donc ces groupes de travail, en fait, sont à côté de la gouvernance du parc. Mais en fait, on a un lien assez fort avec notamment le bureau, puisque les groupes techniques faune sauvage du parc sont présidés par une élue du parc qui est présidente du conseil scientifique et qui est vétérinaire sur le territoire, donc qui bénéficie, on va dire, d'une reconnaissance du monde agricole. Donc l'objectif, in fine, sur ces groupes de travail, hein, c'est bien d'avoir ces liens qui se créent sur le territoire. Alors, qui se créent ces liens? En fait, ils existent déjà aujourd'hui puisque les groupes de travail font appel en fait à des personnes du territoire. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de compétences hors territoire, ce n'est pas du tout le propos, mais vraiment l'enjeu, c'était d'aller chercher des gens qui vivent ici, qui vont travailler dans différents corps de métier, que ce soit l'agriculture, la chasse, la sylviculture, mais qui sont reconnus. Alors, quand je dis reconnus, c'est simplement que c'est des gens qui ont une connaissance du territoire, qui vont avoir un attachement à l'Aubrac et qui vont être, on va dire, écoutés et respectés de leur pairs. Ils n'ont pas de mandat hein, pour participer dans ces groupes de travail, mais à minima, ils ont cette expertise et cet attachement au territoire qui est reconnu. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dans la constitution du groupe de travail, c'est un point important. Donc, on essaye de brosser assez large sur cette constitution. Alors, le groupe de travail ne sont pas figés. Hein. On n'est pas parti d'une liste initiale de personnes en se disant c'est ces 10 personnes-là et ça sera ces 10 personnes-là pendant les 3-4 ans de travail qui sont envisagés. Dès le départ, on a plutôt été dans une logique un peu mouvante, c'est-à-dire d'identifier des personnes qui viennent de toute façon sur la base du volontariat. Les gens peuvent être très disponibles à une période de l'année ou une année donnée et puis beaucoup moins l'année suivante. Donc l'objectif, c'est quand même de garder un fonctionnement qui soit assez souple, où on puisse avoir des gens qui viennent à un moment donné, qui se retirent, et inversement, des nouvelles personnes qui viennent, y compris en cours de route, qui prennent les discussions en cours de route. Donc il y a un souhait quand même de garder des groupes de travail qui soient ouverts. Donc, ça va représenter entre 10 et 20 personnes, on est au moins en moyenne autour d'une quinzaine de personnes. Et un point qui est crucial pour nous, c'est d'avoir une représentation territoriale. Bon, l'Aubrac est à cheval sur 3 départements et 3 anciennes ex-régions administratives, hein, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne. Et c'est vrai que ça, c'est des frontières qui existent sur le territoire qui ne sont pas du tout anodines. Donc, on a toujours une vigilance sur cet aspect-là. Bon, ces groupes de travail, on est très clair avec les services de l'État, DDT, OFB, sur le fait qu'ils n'ont absolument pas vocation à doublonner les comités départementaux. Ce n'est pas des instances décisionnelles. Le parc n'a de toute façon pas de portée réglementaire, ni même de portée technique sur ces sujets-là. Donc, on n'est pas dans une logique de concurrence. Et au-delà, et ça c'est un point sur lequel on insiste, ces groupes de travail, pour nous, ils doivent être détachés de l'actualité. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Et c'est une logique de temps long. C'est-à-dire qu'on les inscrive sur la durée, qu'on soit en capacité d'avoir des discussions qui ne collent pas forcément avec, il y a eu une attaque importante à tel endroit, il faut absolument réagir et faire quelque chose. On est quand même plutôt sur une logique d'essayer de consolider sur du long terme des échanges et derrière, de faire émerger des propositions et des initiatives. Puisque quelque part, finalement, c'est aussi au-delà de la discussion, de la concertation, l'enjeu, c'est bien de faire émerger des actions techniques sur le territoire. Et quelque part, c'est vraiment ça, c'est l'objectif, on va dire, l'objectif final. Hein. C'est en fait de pouvoir faire émerger soit des actions qui soient réellement innovantes, c'est-à-dire qui ne sortent pas forcément, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais qui ne vont pas sortir de nos têtes à nous de techniciens, mais qui peuvent sortir d'idées du territoire, en tout cas que l'on essaye de faire remonter. Et aussi derrière que ces projets, on va dire, ces actions, quelles qu'elles soient, bénéficient en fait
pour leur mise en œuvre d'un appui de ces membres du groupe de travail. Donc, on est dans une logique, ou en tout cas, c'est ce qu'on pousse, c'est assez régulièrement de faire des remontées de propositions d'idées de ces groupes de travail qui vont être présentés en bureau du parc, alors qui sont présentés pour information et aussi pour validation. Donc, on est dans une logique d'aller-retour qu'on essaye le plus fluide possible entre les élus du bureau et les membres de ce groupe de travail. Et ça, c'est notamment effectivement, on a cette chance-là d'avoir cette élue présidente du conseil scientifique qui est présente à la fois au bureau et sur les groupes de travail et qui permet de faire ce lien assez étroit. Alors, un peu maintenant pour illustrer mon propos, alors tout à l'heure où on l'a évoqué, le film Rasco et nous, donc ça a été une des actions de cette année, là, cet automne. On a eu une projection débat du film, alors qui n'était pas une projection débat qui était ouverte au grand public. Donc, c'était une projection débat pour les membres des groupes techniques et pour les élus et agriculteurs de la commune sur laquelle on était. C'était une commune où il y avait eu pas mal d'attaques un an auparavant. Donc, c'était encore un peu dans les mémoires. Donc, c'était une projection, on va dire, semi-ouverte, sur lequel, voilà, on a eu un très bon retour. On avait la chance d'avoir le réalisateur qui était présent pour animer la projection. Donc, je confirme ce qui a été dit un peu auparavant. C'est un très bon support de discussion et de pédagogie et qui a convaincu, on va dire, les membres du groupe de travail. Et dans la foulée en fait, de cette projection débat, les discussions ont permis de faire émerger l'idée, peut-être est assez logique, mais de dire, alors il faut passer à l'étape suivante. Alors déjà, imaginer faire une projection débat vraiment ouverte pour les éleveurs, mais aussi et surtout essayer d'aller assez rapidement sur l'organisation de formation sur les chiens de protection avec l'IDEL. Puisqu'en fait, on a eu quand même beaucoup d'attaques sur la partie margerie de cet été. Le sujet est quand même un peu brûlant. Bon, aussi à l'instar quand même finalement de beaucoup de territoires, des chiens de protection, on en a déjà en fait sur le territoire. On en a déjà, des fois anciennement, et c'est pas forcément lié au loup. C'est quand même beaucoup lié à des éleveurs ovins qui se sont équipés en fait par rapport à de la prédation de chiens divagants. Bon, le sujet a été évoqué tout à l'heure sur les chiens. On a cette problématique comme tout le monde. On a des chiens divagants sur le territoire. Les pièges photos sont en général un bon moyen là aussi d'objectiver ça. Et derrière, c'est assez compliqué des fois sur les prédations de distinguer quid du chien ou du loup. Toujours est-il qu'effectivement, on a, on va dire, à minima aujourd'hui une vingtaine d'éleveurs du territoire qui sont identifiés, qui ont des chiens de protection, souvent des fois depuis 5 ans, 10 ans, voire un peu plus, et qui sont liés à ces questions de prédation par du chien. Donc ça, c'est une base de travail qui nous permet effectivement aujourd'hui d'imaginer aller sur cette question des formations. Bon, c'est un exemple. Sur la diapo suivante, vous avez un petit peu un prévisionnel de ce qui est envisagé cette année, là, sur l'année 2023. C'est un prévisionnel, donc je ne suis pas convaincu qu'on fasse tout dans l'année, mais en tout cas, on a plusieurs enjeux, notamment sur la question du renforcement du suivi avec ce qui se passe en margerie en ce moment. On est en train de travailler à mettre en place une méthodologie en fait de pré, post piège photo avec des éleveurs du territoire. Alors ça, c'est pour illustrer en fait un autre aspect. Je l'ai dit, on est un territoire bovin. Pour l'instant, on touche du bois. On n'a pas eu de problématique de prédation sur bovins avérée. Ça arrivera un jour ou l'autre. Par contre, on est systématiquement interpellé par les éleveurs sur la question des effarouchements. Et en fait, des troupeaux bovins qui sont effarouchés, soit par le loup, soit par le vautour. J'imagine que c'est peut-être des choses que vous connaissez aussi par ailleurs. Ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, objectiver une prédation, quand il y a une prédation, il y a un constat, on peut tenter de l'objectiver. Aller objectiver qu'un troupeau de vaches est effarouché par le loup et qui refuse d'aller manger une partie de parcelle à cause du loup, c'est quand même pas simple. Donc, ce qu'on essaye de mettre en place, et donc c'est une expérimentation qui est aussi issue des discussions des groupes de travail, c'est de dire avec ces éleveurs qui font remonter ce genre
de constat, c'est de dire, bon, ben, OK, vous mentionnez que votre troupeau ne veut pas aller à tel endroit, ne veut pas traverser tel chemin à cause de la présence du loup. Ben, mettons en place des pièges photos sur le secteur pendant 6 mois ou 1 an et essayons de partager le constat à la fin de l'année entre ce que vous avez constaté sur votre comportement du troupeau et la réalité de la présence de l'espèce ou pas. Donc ça, on y tient beaucoup à cette action-là, puisque c'est vrai que c'est vraiment un point d'inquiétude des éleveurs. Donc la question des bilans, c'est déjà un peu ce que je vous ai présenté, mais on essaye d'avoir une vision territoriale qui soit le mieux partagée possible avec les élus pour justement essayer de couper court à toutes les rumeurs. Donc on a un enjeu assez fort cette année sur la question des retours d'expérience. Alors c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. On aimerait essayer de se tourner un peu avec nos voisins du Massif central. Bon, les grands causes sont autour de la table aujourd'hui, mais également les volcans d'Auvergne, le Haut-Languedoc. On est quand même tous dans des contextes aujourd'hui un peu similaires et où on sent que ça bouge et où il y a des chances que sur les prochaines années, ça bouge un peu encore plus. Donc avec une nécessité de peut-être aussi à moyen terme d'imaginer des choses en commun. On travaille sur la faisabilité d'un voyage d'études pour les membres du groupe du travail et du bureau du parc dans les Alpes. Alors en fait, le parc avait déjà organisé un voyage d'études sur le vautour il y a 2 ans. On avait fait des voyages d'études sur les campagnols terrestres, haute bestiole en Quiquinante, localement dans le Jura il y a quelques années. Donc là, notre objectif, c'est de pouvoir réitérer l'expérience et en fait en allant sur des secteurs de présence ancienne du loup, donc plutôt les Alpes, mais sur des territoires bovins. En tout cas où on a des bovins et des ovins à la fois. Donc, ça peut être la Savoie, ça peut être certains secteurs des Alpes de Haute-Provence, et où en tout cas, on peut illustrer la question de la coexistence entre élevage bovin et donc, sur les questions, on va dire action, prévention, c'est vraiment l'enjeu fort de cette année, c'est l'organisation d'une réunion sur les formations sur les chiens de protection, sur le secteur qui a été le plus impacté par les attaques pendant l'été, qui sont les secteurs où on sait qu'on va avoir des difficultés. Ça rejoint un peu ce qui a été dit pour les Pyrénées catalanes, c'est les zones sylvopastorales, donc des zones où les brebis vont être dans des parcs souvent assez grands, assez boisés, assez embroussaillés, où pour la peine on essaye de relancer la pratique du sylvopastoralisme et où tout de suite on se heurte à cette question de la prédation. Donc c'est un peu indirect, mais on travaille, on va essayer en tout cas d'engager des choses assez importantes sur les questions du sylvopastoralisme et on met en place des financements là-dessus et notamment sur les questions de débroussaillage de sous-bois. Alors avec des garde-fous sur les questions de biodiversité bien sûr, mais parce qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas proposer à ces éleveurs de s'équiper en chaîne de protection si derrière on est dans des contextes en fait de parcelles où l'efficacité de ces chiens sera très réduite. Donc on va essayer d'avancer un petit peu sur les 2 jambes et probablement l'idée un peu derrière, c'est d'arriver à avoir des parcelles pilotes sylvopastorales. Alors, on ne mettra pas le sujet loup en premier, mais en tout cas, ça fera partie sur ces sites un peu pilotes des suivis qui seront mis en place. Il y aura la question du suivi de la prédation. J'ai essayé de faire un bilan assez rapide. Maintenant, je suis preneur de vos questions. Merci Romain, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si tu l'as mentionné, parce que du coup, la faisabilité d'un voyage d'études, etc., c'est des choses qui sont très intéressantes, mais pour lesquelles il faut des budgets qui ne sont pas toujours disponibles. Du coup, l'avantage de ce groupe de travail-là, c'est que vous avez un financement derrière, si je ne me trompe pas, on peut le dire? Oui, tout à fait, il y a pas de souci, Le programme en fait bénéficie d'un financement de la région Aura et Occitanie, financement croisé des 2 régions. Et qui nous permet en fait, c'est ça un peu la force des groupes de travail, c'est-à-dire que quand les idées remontent, on a un budget derrière qui est dédié en prestations. Donc, organiser un voyage d'études, il faut voir la faisabilité financière aussi, il faut que ça reste soutenable, mais dans tous les cas, c'est de l'ordre du possible. Et ça fait partie des éléments en fait. Le groupe de travail, on va pas arriver en leur donnant un montant, mais en tout cas, on leur dit ne vous restreignez pas dans les idées que vous voulez proposer pour des questions budgétaires, puisque derrière, on sait qu'on a des possibilités. Ça, effectivement, c'est toujours un petit plus. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions pour Romain? Je ne vois pas de main levée. Christine?
Moi, j'avais posé une question sur le chat pour savoir si le débroussaillage des sous-bois dont parlait Romain était fait en lien avec les obligations légales de défrichement, de débroussaillement, pardon. Alors aujourd'hui, enfin pour mon contexte, non, parce qu'en fait, on n'est pas encore un territoire qui est sur lequel on a des OLD en fait, hein, sur ces zones-là. Ça va venir, hein. L'été 2022 a un peu ouvert les yeux sur la question de la problématique incendie sur le territoire, mais dans les faits, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. À mon avis, dans les prochaines années, ça va être un levier d'action. La question des OLD et la possibilité de redévelopper le sylvopasto autour de ça et de le faire en croisant directement avec la thématique adaptation. En fait, nous, on travaille avec le SDIS et la DDT, justement. On fait des formations aux élus et aux agents du département. Et surtout, on veut discuter sur les endroits où, effectivement, il y a un enjeu fort biodiversité. C'est comment faire de la mise en sécurité tout en préservant la biodiversité. Donc, on a un gros chantier qui est engagé là-dessus. Ouais. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais nous, l'enjeu sylvopastoral, en fait, il est aussi beaucoup qu'aujourd'hui, l'agriculture sur le territoire s'intensifie fortement et qu'en fait, les zones sylvopastorales, quand elles disparaissent, c'est pour de l'intensification en culture, hein, et de la mise en culture. Donc, c'est un enjeu biodive quand même très fort pour nous d'arriver à garder ces zones-là et d'arriver à redévelopper une activité ovine, quoi. Je vais faire un petit peu de teasing, mais le prochain atelier d'échange d'expérience sera sur le sujet justement de la gestion, prévention et des incendies en lien avec la biodiversité, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Romain, ce groupe de travail-là, alors j'ai peut-être pas tout fait attention à tout, là j'étais en passant les diapos, mais ça fait combien de temps qu'il est en place? Alors, ça fait 2 ans. Alors ça a été un peu compliqué, je peux pas vous dire avec la période 2020-2021 que les groupes de travail ont toujours été pleinement efficaces, hein. On a beaucoup dû travailler en visio au départ. C'est pas idéal, hein, pour aider les gens à se connaître et à se côtoyer. Donc, on a attaqué depuis 2 ans. On peut vraiment considérer que c'est opérationnel depuis 1 an. Et les personnes tournent dans le groupe de travail. Là, tu disais que ce n'était pas nominatif ou pour l'instant, c'est un petit peu les mêmes qui suivent tout le temps, qui s'accrochent à… Alors, il y a les deux. Il y a des gens qui sont là depuis le départ et qui sont souvent retraités, qui ont la possibilité effectivement de dégager du temps. Et puis, on a des gens qui ont été là dans les premières discussions, qui sont partis et d'autres gens qui sont arrivés. C'est pour ça que là-dessus, on n'essaye pas de s'attacher à avoir une liste de personnes fixes. Quelque part, on aurait pu être bien, effectivement, hein, de garder le même noyau de personnes. Bon, on a un noyau dur de 3-4 personnes qui est tout le temps là et qui peut faire un peu la mémoire des échanges aussi, hein. On le souhaite aussi parce que typiquement, l'enjeu du groupe de travail, c'est de réussir à associer des agriculteurs. Quand je parlais de disponibilité, la disponibilité des agriculteurs, elle est souvent assez compliquée. Donc, c'est bien pour ça, on dit, vous pouvez venir à un moment T et si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Par contre, si jamais vous avez l'idée d'un voisin qui serait intéressé, n'hésitez pas à lui proposer de venir. Enfin, on garde un maximum de souplesse là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Romain ou pour Sophie ou de remarques sur la thématique de façon générale, hein, sur ce sujet? Alors moi, j'en profite rapidement, alors parce que certains d'entre vous sont au courant. Anna, je crois que tu en faisais partie. On avait lancé, je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, l'idée d'un groupe de travail air protégé et grand prédateur et air protégé. Avec l'idée, c'était une demande que nous avait fait la commission des aires protégées, hein, de travailler sur ce sujet pour, on va dire, compléter un peu, travailler entre gestionnaires pour arriver, alors, on dira, à échanger sur ce sujet. Ce groupe de travail n'a pas été beaucoup réuni. Moi, j'ai un petit peu de mal à trouver la plus-value je peux avoir, que l'ARB peut avoir là-dessus. On avait parlé un petit peu de communication, mais il y a déjà aussi beaucoup d'organismes, d'associations, etc., qui travaillent à la communication. Alors, on voit l'intérêt un peu, du coup, parce que tu expliques, là, Romain, aussi, de ces groupes de travail un peu informels,
Mais voilà, n'hésitez pas, c'est un groupe de travail qui est à destination des gestionnaires, hein, comme le réseau, donc pour discuter entre nous, pour faire du partage, du retour d'expérience ou autre. Voilà, moi je suis vraiment en attente de vos besoins, de vos idées en termes de plus-value. Ouais, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un mail ou à m'appeler pour qu'on en discute. Pour essayer de redynamiser un petit peu ce groupe, hein. L'idée aussi de ce café génial ce matin, c'était un peu de relancer ça. On voit qu'il y a vraiment un sujet, qu'il y a vraiment une problématique là-dessus, qu'il y a des choses à faire. Mais voilà, comment faire pour avancer mieux ensemble, n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Voilà. Merci, Julie. Merci, Julie. Je trouve ça serait bien qu'on ait des échanges réguliers, mais ce à quoi je pense là, suite à les deux présentations, c'est vrai que selon le type d'espace protégé, on n'est absolument pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire en tant que site Natura 2000, enfin voilà, on n'a pas la même force de frappe, on n'a pas les mêmes moyens de communication, et je pense que c'est la communication qui est un des leviers le plus fort. Je vois en termes de panneautage, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant de travailler sur les panneaux. Mais chez nous, ça va être en fonction des communes, en fonction des affinités de certains maires qui vont avoir cette initiative-là. On a un peu du mal à savoir comment on met en œuvre. Et je pense que le réseau Natura 2000 devrait se mobiliser peut-être aussi, pas à part, mais en tout cas en tant que réseau, même si nos situations sont complètement différentes, quoi. Enfin, on n'a pas tous la même problématique. Je vois qu'il y a des collègues de l'Hérault qui sont présents. Donc, c'est bien qu'on s'organise aussi peut-être au sein de ce réseau-là en particulier, quoi. Oui, on voit que ce matin, il y a beaucoup effectivement d'animateurs Natura 2000 et il y a beaucoup de sites qui sont concernés effectivement. Ouais. Donc, on peut aussi travailler effectivement avec le réseau Natura 2000 et puis l'ARB peut aussi faire remonter des choses éventuellement à la région maintenant aussi qui fait de la gestion Natura 2000 depuis le 1er janvier. Ouais, tout à fait. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on est pile poil dans le timing. Donc, je vais remercier Sophie et Romain pour ces présentations très riches qu'on vous fera parvenir du coup par mail et qui seront aussi disponibles sur le site internet avec le replay de ce café. Merci à tous les participants et je vous informe que le prochain café génial, donc le mois prochain, je crois que c'est le 16 février, ce sera sur les thèses de CIFRE. Comment et pourquoi, quel avantage à accueillir une thèse de CIFRE sur mon espace naturel. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Merci. Au revoir.